Nous sommes ici dans un lieu magnifique qui a une longue histoire et pour nous raconter cette histoire, deux sœurs en Aquitaine. Alors, mesdames, qui va commencer à nous raconter cette magnifique histoire qui a débuté, si j'ai bonne mémoire, depuis 1780 et peut-être même avant. Oui, bien avant, puisque les Romains sont passés par là et que même notre nom est romain et que sur le domaine il y a des sarcophages romains, donc je m'amuse à dire que nos ancêtres sont là. Mais bon, c'est tellement lointain qu'il faut revenir sur des choses plus précises. Nous avons des documents qui datent du XVIIIe siècle et qui racontent la vie de ce domaine à cette époque. Notre aïeul Jean Orliac était un marchand qui faisait du commerce sur la Garonne. Il vendait ses vins et vendait également pour ses voisins les céréales, les faïences d'Auvillard, des tas de choses qui étaient produites dans la région. Malheureusement, un jour de crue, il perdit ses navires dans la Garonne et fut jeté en prison pour banqueroute, puisqu'il n'a pas pu payer les marchandises qui étaient à bord de ses bateaux. Grâce à lui, il livrait à l'époque déjà le château de Versailles. Le roi de France s'inquiète de ne plus avoir le vin du sud-ouest qu'il aimait bien, qu'il affectionne, et il demande au prince de Condé, qui gérait les marchands qui livraient Versailles, de s'inquiéter de ce qu'était devenu son marchand principal du sud-ouest, M. Orliac. Et on le retrouve en prison. Le prince de Condé implore le roi de le faire sortir, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons dans nos mains un laissez-passer de Louis XVI donnant libre cours à Jean Orliac de reprendre son activité et de continuer à livrer Versailles. C'est ainsi que depuis 10 ans maintenant, nous avons relivré Versailles grâce à ce document. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2021, vous continuez de livrer donc, cette fameuse cuvée des deux sœurs à Versailles. Nous livrons 4 produits de la propriété à Versailles. C'est deux vins rouges qui sont produits ici, qui sont justement faits avec les anciens cépages de l'époque, qui est un Aburio. C'est un cépage très rare et qui est le même que celui qu'avait Louis XVI, parce que c'est un des seuls rares cépages qui a résisté au phylloxéra. Donc on a pu le réintroduire sur la propriété et donc avoir des vins qui sont semblables à ce que nous faisions, avec bien sûr des progrès de connaissance du produit. Et ensuite notre aïeul faisait aussi 2 boissons aromatisées, 2 boissons enrichies de fruits, de fleurs et d'épices. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui 4 produits qui sont effectivement livrés à Versailles. Alors Versailles, il y a le roi, mais il y a aussi la reine. Et est-ce que l'un et l'autre avaient une particularité dans le choix de leur nectar divin? Ben oui, il y avait Marie-Antoinette, puisqu'elle aimait beaucoup la rose, et donc elle avait fait faire une boisson avec des macérations de roses et autre chose. Qui reste un secret. Ouais, pas tout dévoiler. C'est peut-être le climat. Ah oui, nous avons un climat très particulier parce que nous ne sommes pas tout à fait océan, nous ne sommes pas méditerranéens, on est justement à une frontière où il y a beaucoup de choses qui poussent dans notre région à cause du climat, justement. Par exemple, autre que la vigne, on fait des céréales pour leurs graines, c'est-à-dire on travaille la betterave pour la graine, et plein d'autres, des carottes aussi pour la graine, pour la redistribuer après dans le monde entier peut-être. Hein. Mais ça, c'est pas notre domaine. Mais c'est pour dire qu'il y a un climat vraiment extrêmement particulier. Voilà. Alors pour revenir un peu à cette histoire, cette relation avec Versailles, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez quelque chose, un héritage à porter, une tradition? Notre haut de gamme s'appelle Royal Héritage, parce que nous avons conscience que l'histoire de ce domaine, la situation, la production, alors niveau production aujourd'hui, c'est bien joli de vivre sur le passé, mais il y a une raison. Pourquoi ce domaine était-il déjà connu au XVIIIe siècle et aussi célèbre? C'est parce que ce terroir fait des vins d'exception. Et nous avons poursuivi l'exception jusqu'au bout en poussant la région à devenir AOC. Nous sommes depuis 10 ans devenus appellation d'origine contrôlée ambreulois, puisque cette région produisait les vins de Bordeaux au XVIIIe siècle,
Au début du 19e, Bordeaux a planté le médoc et nous a interdit de vendre nos vins tant qu'eux n'auraient pas vendu les leurs. Donc c'est ainsi qu'est arrivé le pruneau d'Agen. Et ce domaine a souffert terriblement quand même de cette réglementation. Et la région. Puisque nous n'avions plus accès au port pour vendre nos vins. Donc on a quand même survécu à cet empêchement, alors que le terroir était déjà célèbre. Alors il nous est devenu comme indispensable de reprendre le flambeau, de ramener l'appellation dans la région, ce que nous avons fait au bout de 25 ans d'efforts et qui sont récompensés depuis 10 ans, et ce qui nous amène maintenant quand même sur des terrains internationaux comme à Tokyo, au Japon, en Chine, en Asie, pour faire connaître cette histoire, et nous nous rendons compte que nous arrivons à vendre nos vins au milieu de grands crus classés, et parce que ce terroir est d'une rareté exceptionnelle. On est sur la rive droite de la Garonne, sur la même formation géologique que Pomerol et Saint-Émilion, et donc en mettant nos cépages qui sont différents sur un terroir semblable, on arrive à avoir une originalité, une personnalité et une qualité qui est tout à fait remarquable. Et c'est pour ça que nous nous battons, les deux sœurs, pour faire connaître ce vignoble. Alors justement, deux sœurs dans un milieu masculin, je suppose que les difficultés ont dû être très très nombreuses. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que les hommes vous respectent et reconnaissent votre travail? On a travaillé toujours seuls, on ne s'est pas occupé de ce qui nous entourait. Nos efforts ont été, voilà. À deux, on s'est défendus. Nous sommes un tandem. C'est vrai que la vie n'est pas facile pour personne, hein, il faut se battre, rien n'arrive facilement. Et il faut être persévérant, il faut être professionnel. Voilà. Oui, homme ou femme, si on est professionnel, on arrive à faire son trou. Voilà. Bien sûr qu'on a des empêchements, des impératifs, des choses difficiles, mais ça se surmonte. Alors aujourd'hui, comment se déroulent vos activités? Vous avez déjà un passé historique à respecter, qui vous donne peut-être certains droits, puisque vous livrez 4 produits à Versailles, et ce n'est pas des moindres. Comment aujourd'hui vous arrivez à concilier tradition et modernité? C'est un équilibre à avoir. C'est exactement comme pour les cultures, le bio et tout ça. La chimie était annexée, j'en suis sûre. Le bio, maintenant, je suis un peu violente, mais c'est aussi annexé. Nous sommes une année 2021 extrêmement difficile. Il y a eu du gel, il y a eu beaucoup d'eau et donc beaucoup de maladies. Et nous connaissons des vignobles qui ont fait 21 traitements au soufre et au cuivre pour lutter contre le mildiou sans y parvenir. 21 traitements, imaginez un tracteur qui passe 21 fois dans une vigne, écrase les sols, fait une pollution atmosphérique, sature les sols en cuivre. La plante elle-même va pomper ce cuivre, et elle va forcément le relarguer en partie dans le vin. On nous a fait supprimer les métaux lourds comme le plomb qui était la capsule, qui était autour du goulot. Aujourd'hui, c'est la vigne, le plant elle-même qui est en train de se saturer en cuivre. C'est une aberration. Nous ne sommes pas bio, mais nous sommes mieux que ça. Si on voit qu'une maladie arrive, si elle est présente, c'est pas en préventif, si elle est présente, on traite comme un homme. Et regardez, l'individu, on arrive à le faire vivre jusqu'à 100 ans et dans des conditions admirables. Eh bien, nos plantes, c'est exactement la même chose. Si on traite uniquement avec modération, quand c'est juste le moment, nous en sommes sortis cette année si difficile avec 6 traitements. Et je vous assure qu'il n'y a pas, nous finissons comme les autres avec du soufre et du cuivre comme les bio, mais quand il y a eu une pression difficile, nous avons utilisé un peu de chimie, mais nos sols sont tellement purs, tellement propres, qu'on a une biodiversité qui supporte absolument tous nos traitements et qui, au contraire, ont un état sain pour se développer. Nous avons une multitude de chauves-souris, nous avons des vers de terre, la Chambre d'agriculture vient faire des examens de nos sols pour voir dans quel état ils sont. Eh bien, on enterre du coton, je ne vais pas vous dire, on enterre des slips en fait, des bons slips de coton, mais c'est le meilleur coton qui existe. Et au bout d'un mois ou deux, on vient voir dans quel état ils sont. Et si le sol est vivant, le slip n'existe pratiquement plus, il reste que les élastiques.
Eh bien, nous avons fait notre test et nous sommes dans le haut de gamme sur la vie des sols. Donc tout ça, mis bout à bout, nous portons un soin particulier ensuite aux vinifications, parce qu'on vinifie par parcelle, par cépage, avec des sélections qui sont draconiennes. Et nous fait qu'aujourd'hui, nous pouvons largement concourir dans les meilleurs crus de France. Comment s'appelle-t-il? C'est Michel Béthane qui dit les sœurs, elles font un vin de terroir comme seule la France en a le secret. Alors, concernant maintenant la vigne, le travail de la vigne, est-ce que vous travaillez comme le faisait en 1780 avec un attelage, ou aujourd'hui vous travaillez avec un tracteur? Est-ce que finalement les deux sœurs d'Aquitaine se sont mises à la page? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez comme tout le monde avec un tracteur, tout en respectant, comme vous venez de le mentionner, le respect du sol? Alors pour nous, le respect, vas-y, le respect du sol est impératif. Oui, oui, le respect du sol est impératif, mais c'est vrai que l'exagération aussi, elle n'est pas soutenable. Enfin, financièrement, si on avait un attelage, il faudrait avoir des chevaux, il faudrait avoir des palefreniers, il faudrait avoir alors des sols pour faire des céréales, pour les nourrir et tout ça. On ne peut pas tout faire. Hein. Déjà, la vigne, notre métier est très lourd, donc nous avons des tracteurs, et comme dit Isabelle, les passages les plus légers possibles, le moins possible, et je pense que c'est cette analyse faite qui donne de très bons résultats, et qu'il faut continuer dans ce sens, et si on pouvait nous écouter, pour que ce soit un peu plus raisonné quand même, parce que c'est vrai que la saturation des cuivres dans les sols, c'est épouvantable, épouvantable. Dans quelques années, on ne pourra plus rien faire de ces sols, ils seront incultes. Et donc, il faut y réfléchir à tout ça. Il faut dire aux jeunes qui veulent faire de la permaculture, ils veulent tout inventer, tout faire de nouveau, qu'ils écoutent un peu les anciens, qui ont la pratique et qui ont des antécédents aussi. Hein. Voilà. Parce qu'il faut transmettre aussi, un jour il faudra transmettre, nous sommes qu'un maillon de la chaîne, il faudra transmettre un jour ces sols, cette végétation, et ensuite aussi nous mettons des arbres comme autrefois pour retenir les sols, pour faire de l'ombre, pour garder de l'humidité. Donc nos vignes sont parsemées de 400 d'arbres pour justement... En agroforesterie. Oui, nous faisons de l'agroforesterie. Donc nous sommes très très modernes dans nos réflexions et dans notre façon de faire. Hein. Alors est-ce qu'il y a entre les deux sœurs, est-ce qu'il y a parfois des réunions au sommet où on va justement discuter des projets, de ce que l'on doit faire, et comment ça se passe entre les deux sœurs? Ça vient tout seul. Quand on a un désaccord, on le partage à 50-50. Je veux vous dire, je suis pour avoir une image très traditionnelle, puisqu'il faut faire vivre cette histoire. Et quand nous avons replanté nos vignes après avoir eu l'appellation, nous voulions mettre des cépages très pointus, des porte-greffes surtout très valorisants. Et au niveau des piquets, moi je voulais mettre des piquets bois parce que ça fait plus ancien, et ma soeur des piquets fer parce que le travail est plus facile. Eh bien, on a coupé en deux, on a mis un piquet bois, un piquet fer, un piquet bois, un piquet fer. Et je vais vous dire qu'on a été copié partout dans la région parce qu'il y a eu des vignes qui étaient rien qu'en piquet fer qui se sont couchées un jour d'orage. Le fer étant plus souple, un grand vent est passé par là et a plié toute la plantation. Alors que le bois ne casse jamais, c'est le jonc et le chêne, voilà. Et il y en a un qui casse peut-être, l'autre qui ne plie pas. Mais nos vignes ont une meilleure durée de... Alors elles ont deux avantages, c'est qu'elles ont le côté ancien avec le piquet bois et la commodité de travail avec le fer qui a quand même apporté un petit peu de souplesse. Il y a, à vous entendre, un grand respect de la nature, un grand respect de la tradition, et on a le sentiment également que c'est quelque chose qui vous a été transmis peut-être par les générations précédentes, et qu'aujourd'hui on a le sentiment que vous êtes habité justement par ces traditions et peut-être toutes les
vos ancêtres qui ont vécu dans cette demeure? Pas tellement, parce qu'à l'époque, vous savez, les parents, notre grand-père sortait de la guerre de 39-40, c'était très difficile, ils plantaient plutôt des hybrides, des plants hybrides, parce que il y avait moins de maladies et donc moins de traitements, moins de plus allégé, moins de frais financiers à la production. Et puis ensuite, notre père, lui, son rôle a été de faire du remembrement, de faire, parce que il faut se dire, la campagne, vous la voyez aujourd'hui avec de grandes surfaces, mais à l'époque, c'était des petites propriétés de 3 hectares, 2 hectares, 5 hectares, et donc vraiment, c'était clairsemé. Donc la chance de cette propriété, c'est d'avoir les vignes autour de la maison, du chai. Et puis, c'était, vous savez, toutes les découvertes n'étaient pas faites. Notre père ne connaissait pas. Alors, dans les vinifications, la malolactique. Le malolactique, c'est M. Pénaud l'œnologue du Château Margaux. L'œnologue du Château Margaux, qui a découvert la malolactique. Autrefois, on ne la connaissait pas. C'est une deuxième fermentation qui ne se fait que par analyse du laboratoire. Et autrefois, on se demande comment ils faisaient. Alors, ça se faisait mieux parce que les chais, comme je vous dis, les propriétés avaient 2 hectares, donc petite surface de vigne, donc petite cuverie. Donc, pas de grand volume comme aujourd'hui, comme on voit dans des coopératives qui ont des cuves énormes ou des choses comme ça. Il y a des échauffements de vendanges. Donc, à l'époque, ils le connaissaient moins, si vous voulez. Mais avec la transformation du temps, voilà, les choses se sont présentées différemment. Et puis, il n'y avait pas toutes ces questions de pollution, hein, on n'en parlait pas. La pollution, on n'a jamais entendu parler de mot pollution à l'époque. Hein. Elle nous arrive maintenant. Oui. C'est pour ça que nous savons que nous avons un lieu et un terroir qui est exceptionnel. C'est là où nous avons l'envie de le maîtriser, de le conserver, parce qu'on vous propose des tas d'engrais qui sont ou des bio, des machins. Mais ce sont des choses qui dénaturent les sols. Donc nous faisons pour nos engrais, nous les créons nous-mêmes. Nous mettons des couverts végétaux que l'on enfouit et qui vont nourrir la vigne. C'est de l'autosatisfaction, si vous voulez. Mais alors ça, c'est de la modernité. Et là où nous avons apporté tout notre effort de modernité, ce sont dans les vinifications. On a été amené à créer un 2e chai. Parce que nous avons travaillé jusqu'à il y a 3 ans dans le chai des arrière-grands-parents fous qui avaient des cuves en béton creusées dans le rocher. Et Michel Béthane, le grand dégustateur, nous a dit « Bon les filles, c'est très bien votre chai, mais vous ne pourrez pas progresser dans un chai comme ça, il faut quand même y ajouter. » Donc on a, dans l'ancien bâtiment, acheté des petites cuves béton de 20 et 50 hectos et nous faisons là du cousu main. De la sélection parcellaire. Alors là, la modernité est arrivée parce qu'on est au top des exigences de la vinification. Nous travaillons avec le cabinet de Renoncourt, qui est un très grand cabinet, très célèbre, pour nous amener au top du top, parce que nous savons faire beaucoup dans le vin, mais il faut aussi accepter que ce métier est si difficile qu'on puisse se faire conseiller à un moment donné. Et donc on est là dans la modernité de la vinification, on est imbattable. On ne peut pas faire mieux. Alors est-ce que justement dans cette modernité, est-ce que vous avez encore vous le sentiment de contrôler vos vins? Est-ce que vous avez le sentiment d'en avoir encore le secret Alors on est à la tête au volant d'une Formule 1 quand les vendanges arrivent, parce que on a nos températures régulées, on ramasse le jour où on veut, à la main. Quand il y a un creux qui est trop mouillé, on le laisse sur place. Mais ça interdit aussi beaucoup de mécanismes. Plus de machine à vendanger, parce que la machine à vendanger, elle se lance dans un coin, elle finit à l'autre, elle ramasse tout. Nous, on ramasse les zones mûres les unes après les autres. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est un peu comme un sauterne, on passe 6 ou 7 fois. Nous, dans une parcelle, c'est de la haute couture. C'est de la haute couture. Dans une parcelle, nous y passons 3-4 fois, ce qui est déjà énorme, parce qu'on ramasse chaque coin qui est mûr, et ces parcelles vont aller se mettre dans une seule cuve. Donc c'est pour ça qu'elles sont si petites. Et ensuite, ça nous fait des multitudes de cuveries à surveiller. Alors aujourd'hui, votre vin a une renommée internationale.
on a le sentiment que les étrangers raffolent de votre breuvage. Il y a des progrès à faire encore. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais enfin, arriver où nous sommes arrivés, c'est quand même un très beau résultat. Justement, votre rôle est de le faire savoir. Alors justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, dans notre territoire, votre vin est apprécié, est connu, ou vous avez le sentiment qu'il est encore méconnu? Nous sommes très méconnus, Très méconnus. à cause de ce que l'appellation n'est arrivée qu'il y a 10 ans. Donc nous venons d'écrire tout simplement à James Suckling, qui est le successeur de Parker. Et comme il ne viendra jamais dans cette région, parce que c'est le désert viticole, alors que nous étions la région qui produisait Bordeaux, nous sommes aujourd'hui un désert. Il y a juste ce domaine au milieu, entre Toulouse et Moissac, Toulouse et Bordeaux. Et je lui ai donc fait un mail, il m'a répondu « Je ne connais pas cette appellation, mais je ne demande qu'à goûter ». Donc il m'a fallu envoyer des échantillons à Hong Kong, parce que cette personne qui a une connaissance des vins admirables du monde entier a daigné se pencher sur le brelois, et on espère beaucoup dans cette dégustation. Donc là, vous êtes en attente Oui, on est en attente du résultat. il y a toujours des choses nouvelles à faire. Alors justement, quand on est justement dans cette attente, est-ce que cela est facile à vivre, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a de l'espoir aussi? C'est comme si on passait le bac, exactement. on fait du mieux qu'on peut, et puis on attend le résultat. Mais c'est dramatique, parce que tout ce qui va s'en suivre, alors dramatique, c'est une année qui est en jeu. On a toujours à se dire, l'année prochaine je vais faire mieux, si jamais c'est pas aux espoirs, parce qu'on espère très haut, on arrive quand même quelquefois pas aussi haut qu'on espère. Mais le résultat devrait être quand même à un niveau satisfaisant, ce qui nous ouvrirait les marchés anglo-saxons, parce que tous les marchés anglo-saxons fonctionnent sur des notes de connaisseurs. Et ça, c'est un peu... alors qu'au Japon, ils font confiance à leurs connaissances. C'est ça qui est extraordinaire. Les différences de fonctionnement de chaque population. Et on a appris tout ça en descendant des avions, en allant se frotter au salon, en allant côtoyer tous ces gens, et en voyant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc là, il y a quand même un gros enjeu maintenant devant nous. Cet enjeu, il est considérable. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il vous reste encore beaucoup de choses à mettre en place? Il y a toujours la communication, elle est encore... nous sommes méconnus. Alors, nous avons comme chance que les restaurants d'Alain Ducasse nous ont pris un peu à leur carte. C'est un vecteur qui est remarquable, mais la France, mais malheureusement, surtout dans cette époque, le confinement n'est pas assez riche pour aller dans les grands restaurants. C'est une réussite d'être sélectionné par ces acheteurs qui ont un palais formidable, mais ça ne nous fait pas suffisamment travailler. Donc il faut continuer à se faire connaître, mais je pense redescendre. Une fois qu'on est arrivé au sommet, il est plus facile ensuite de redescendre pour se faire connaître. Nous en sommes là. Nous sommes presque arrivés au sommet. La redescente sera, j'espère, plus facile. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment, l'une et l'autre, qu'il vous manque quelque chose? Il nous manque toujours quelque chose. Toujours. Mais toujours, autrement, s'il ne manque plus rien, la vie est sans saveur. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose oui. La lutte, elle est permanente. La vie est une lutte, hein, et même à la campagne, où on pourrait nous dire la vie est douce, calme, tranquille, pas du tout. Ceux qui travaillent dans n'importe quel secteur, c'est une lutte. Il y a des innovations partout et dans tous les domaines, et justement encore aujourd'hui, que ce soit pour la vigne, les céréales, il faut changer le mode de travail, il faut vraiment s'occuper des sols, ne pas voir nos alluvions partir dans la Garonne. Donc il faut que les céréaliers aussi s'y mettent, parce qu'on a des réunions, entre autres une fois on est allé à Montauban, à une réunion justement de personnes qui étudiaient les sols et comment les entretenir. Et on était déçus de voir qu'on n'était que 6 ou 7 viticulteurs de toute la région, aucun céréalier, alors que c'est faire des semis directs, il faut complètement changer les mentalités, ça paraît aussi c'est pas facile, c'est un challenge. C'est un vrai challenge là, parce que c'est là où nous sommes très modernes, c'est qu'on est toujours à la pointe de tout. C'est que chaque fois on réagit de façon positive à des choses. L'agroforesterie, nous sommes passés devant tous les Bordelais, nous avons implanté notre agroforesterie il y a déjà 4 ans.
alors que Cheval Blanc commence à s'y mettre un petit peu. C'est indispensable. Il y a une vie des sols, par ramification des racines, qui fait qu'il y a une osmose qui se passe entre les arbres, les plantes, la vigne, les champignons qui les nourrissent au sol. Et ça nous a semblé, si vous regardez à la télévision les paysages de Champagne, de Bourgogne, il n'y a plus un arbre à 50 hectares à la ronde. C'est une catastrophe. Du temps de nos grands-parents, il y avait des pruniers, des pêchers. Il y avait oui, mais est-ce que ce n'est pas dû finalement aussi à ce qu'on appelle à du rendement, c'est-à-dire de faire c'est la mécanisation, c'est la mécanisation qui a demandé tout ça. Parce que et ensuite, la vigne a eu quand même de très belles années. Donc il fallait surtout pas perdre la place d'un pied de vigne. Donc c'est le côté financier de la culture qui a pris le dessus. Et ça c'est quand même très dommage parce que au détriment de la nature, il n'y a plus d'oiseaux qui survolent une vigne. Il n'y a plus de quoi se poser. Les chauves-souris, une chauve-souris se déplace en émettant des ultrasons. Si elle n'a pas un arbre pour se déplacer qui lui renvoie le son, elle ne peut pas survoler plus d'1 hectare de vigne. Nous avons des cyprès partout, on a mis justement, et même des nichoirs à chauves-souris pour pouvoir maintenir cette biodiversité qui est importante. Elle vous débarrasse de 200 000 insectes par an et par chauve-souris, c'est énorme. Aujourd'hui, pour conclure, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose à cet entretien? Que nos efforts soient perpétués, hein, voilà. Qu'on n'est pas éternel, donc il faut se dire que les suivants prendront soin autant que nous de cet environnement qui est magnifique. C'est une région magnifique, pas très connue, et d'un côté ça en fait son charme parce qu'on a quand même un peu de tranquillité, mais aussi c'est une région vraiment intéressante à voir, à visiter. Il y a de beaux monuments, de belles choses. George Sand avait dit, en traversant cette région, on dirait la petite Toscane. Et c'est vrai, quand vous regardez le relief, le paysage, c'est une petite Toscane. Voilà. Et alors, comme vous avez abordé justement le sujet, la transmission, une fois que les deux sœurs auront fait leur temps, est-ce que la relève est prévue? C'est encore un point d'interrogation. C'est encore un point d'interrogation, mais bon, tout est open, vous savez, il ne faut pas rester... D'abord, tout a une fin, les civilisations ont des fins, donc il ne faut pas non plus... on a fait cette génération ici, c'est quand même bien. S'il y a une relève qui est un peu différente, il faut l'accepter. Et le tout, c'est que pour tirer dans le même sens, c'est toujours amener ce domaine plus haut et cette expérience dans le merveilleux, parce que ce terroir est une merveille. bellezza i fiora e la